Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on remonte un peu le temps. On part explorer une partie un peu oubliée, mais vraiment fascinante de notre littérature populaire, celle du début du XXe siècle. Ah oui, une époque incroyable, l'âge d'or des fascicules, ces petites publications pas chères qui faisaient rêver des milliers de lecteurs chaque semaine. C'était foisonnant, hein. Des héros naissaient, disparaissaient. Et nous, on va s'intéresser à l'un d'eux, un certain Marc Jordan. Le plus grand détective français, rien que ça. Exactement. Alors l'idée, c'est de comprendre d'où il sort, quel était le contexte, c'était qui ce personnage, son univers, et pourquoi cette série Les Aventures extraordinaires de Marc Jordan est importante, même si on n'entend plus trop parler. Et on précise, sans spoiler les 62 histoires, on reste sur le contexte, le personnage, l'ambiance. Promis, c'est une sorte de plongée aux racines du polar populaire français, avant les grands noms qu'on connaît tous. Tout à fait. Et pour comprendre Marc Jordan, il faut d'abord regarder de l'autre côté de l'Atlantique. Ah oui, l'ombre de l'Amérique. Nick Carter, c'est ça? Exactement. Au début du siècle, la France est littéralement submergée par les aventures de Nick Carter, traduites, publiées en fascicules. Un succès fou, paraît-il. Phénoménal. C'est un vrai raz de marée. Tout le monde connaît Nick Carter. C'est l'aventure, le mystère. Ça a ouvert un marché énorme en France. Et là, il y a un malin qui se dit... Joseph Ferenczi. Très avisé, oui. Il voit ce succès américain et il se dit « Pourquoi pas nous ? Il faut un équivalent français ». Un héros bien de chez nous pour concurrencer l'américain? C'est exactement ça. Marc Jordan, c'est né comme ça. C'est la réponse française à Nick Carter. Et l'inspiration, elle n'est pas cachée. On a copié, quoi. Disons qu'on s'est très fortement inspiré. Le format déjà, des fascicules pas chers, chaque semaine. Le style, très rythmé, plein d'action, pour tenir le lecteur en haleine. Et les histoires qui se suivent sur plusieurs numéros? Oui, ça aussi. Pour être sûr que le lecteur revienne acheter le fascicule suivant. C'est une stratégie commerciale, mais aussi une adaptation culturelle. D'accord, on voit bien le calcul. Mais pour Ferrandi lui-même, cette série Marc Jordan, elle a eu une importance particulière? Au-delà de juste copier Nick Carter? Ah oui? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour Ferenczi, Marc Jordan, c'est sa première grosse tentative dans le policier populaire. Ah bon? Il faisait pas ça avant? Non, pas vraiment, à cette échelle. Et c'est aussi sa première incursion majeure dans le format du fascicule bon marché. Ces deux créneaux, le policier et le fascicule, vont faire sa fortune plus tard. Donc c'était un test, un coup d'essai. Un coup d'essai, oui, mais un coup de maître. Le succès a été immédiat, énorme. Ça a prouvé à Ferenczi qu'il y avait un public gigantesque en France pour ça. Et ça lui a ouvert la voie. Complètement. Après Marc Jordan, il a lancé plein d'autres collections policières en fascicules. C'est devenu sa marque de fabrique. Le succès de la maison Ferenczi pendant des décennies. Des générations de lecteurs populaires ont grandi avec ça. Une série fondatrice pour l'éditeur, donc. Mais alors, une question qui me turlupine. Qui a écrit ça? Si Ferrandi est l'éditeur, qui tenait la plume? Peut-être les auteurs, parce qu'on ne sait pas s'il y en avait un seul. On ne sait pas. Non, encore aujourd'hui, on ne sait pas. Parfois, on voit le nom Joseph Ferenczi sur les couvertures, surtout les rééditions. Mais bon. C'était l'éditeur qui signait. C'était hyper courant à l'époque, oui. Pour ce genre de littérature un peu industrielle, quoi. On payait les auteurs à la page, des nègres littéraires, comme on disait crûment, anonymes ou avec des pseudonymes bidons. Ce qui comptait, c'était le nom de la collection, de l'éditeur. La marque. Pour Marc Jordan, on n'a aucune piste sérieuse sur l'auteur réel. Que des suppositions. Et pour rendre ça encore plus fou, il y a une petite note de bas de page dans les premiers fascicules. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle affirme que Marc Jordan, ses amis, ses ennemis et même les histoires racontées, tout ça, ce sont des pseudonymes, que ça cache des personnes et des faits réels. Une sorte de basé sur une histoire vraie avant l'heure? C'est ça. Malin, hein? Ça brouille les pistes entre la fiction et la réalité. Ça donne l'impression aux lecteurs qu'ils lisent peut-être des chroniques déguisées de vraies affaires criminelles. Génial comme coup marketing. Très fort, oui. Ça renforce l'attrait. Bon, alors parlons de ce héros, Marc Jordan, le plus grand détective français. Il est comment, physiquement déjà? Alors, on nous le décrit comme un homme d'une trentaine d'années passées, un visage plutôt sympa de prime abord, mais qui dégage une impression d'intelligence, de volonté. Grand, athlétique? Oui, grand, élancé, très souple et costaud. Les textes insistent sur ses muscles d'acier. C'est un sportif accompli, très endurant. Et il a une botte secrète, non? Le jujutsu? Tout à fait. Il maîtrise le jujutsu, ce qui, pour l'époque, est assez exotique.
Physiquement, on parle aussi d'une mâchoire longue, d'un menton volontaire, un regard très perçant. Un regard étrange, j'ai lu quelque part. Oui, c'est ça. Et une expression un peu audacieuse, un peu hautaine, qui impressionne ses ennemis. Un mélange de charme et de danger. Et son caractère. Intéressant aussi. D'un naturel plutôt égal et gai, il aime bien plaisanter, même se moquer de ses adversaires en pleine action. Ça montre une sacrée confiance en lui. Mais il faut pas le chercher, j'imagine. Ah non. S'il est poussé à bout, il peut piquer des colères terribles, d'une violence extrême. Il est intrépide, le danger ne lui fait pas peur. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'est pas flic? Mais non, pas du tout. Il est riche, très riche, de naissance. Donc il est détective par goût, par passion pour l'énigme, l'aventure, pas pour l'argent. Il est indépendant? Totalement. Indépendant de la police officielle, il collabore de temps en temps avec le chef de la sûreté, un certain monsieur Étienne, qui serait aussi un pseudo d'après la fameuse note. Mais Jordan a ses méthodes, son flair, et surtout, il fait ce qu'il veut. Et son QG? C'est original, ça, non? En haut d'un journal? Ah oui, excellente idée. Un appartement de luxe, au 5e étage d'un grand journal parisien. Stratégiquement, c'est parfait. Pourquoi? Discrétion maximale. Plein de sorties possibles, sur différentes rues. Et surtout, il est au cœur de l'info et des communications. Téléphone, télégraphe, indispensable pour traquer des criminels qui agissent partout. Et on dit qu'il est très concentré sur ses enquêtes. Oui, une capacité d'absorption incroyable. Quand une affaire le prend, il est à fond dedans. Il oublie presque tout le reste. Ça renforce son image de détective passionné, presque obsédé. Et ça sert le rythme des histoires, bien sûr. Mais il ne fait pas tout seul. Il a une équipe. Bien sûr, indispensable dans ce genre d'histoire. Et l'équipe de Jordan, elle est assez haute en couleur. Hein. Ah oui? Très typée, oui. Très complémentaire. D'abord son cercle proche. Il y a Paul Ferréol. Le savant. C'est ça. Un copain de collège, ingénieur, chimiste, le cerveau scientifique du groupe. Doux, barbu, les yeux veloutés. C'est lui qui fait les analyses, qui invente des produits utiles. Il est dévoué à Jordan comme un frère. Le soutien intello. Et pour les muscles? Pour ça, c'est Yves Léon, son frère de lait breton. Alors lui, c'est la force brute. Carrément. Une force herculéenne décrite comme effrayante. Un physique pas facile, on parle de mufle de bulldog. Il sert de garde du corps, de cerbère, mais il aide aussi Ferréol dans ses expériences. Mais sous cette carapace, c'est la bonté et la fidélité incarnées. Le duo classique, l'intello et le costaud. Mais il y a d'autres agents, non? Plus spécialisés? Oui. 4 agents principaux, avec des profils très marqués, presque caricaturaux, mais très efficaces pour le récit. Il y a Fil en 4. Joli nom. Hein? Mince. Agile, rusé comme un singe. C'est le spécialiste de la filature, de l'infiltration. Il appelle Jordan le maître. D'accord. Et ensuite? Ensuite, il y a l'Agiole, surnommé l'Andouille. C'est le grand bonnet de service, l'air un peu niais, toujours la bouche ouverte. Mais sa qualité, il est parfait pour faire le guet pendant des heures sans bouger d'un poil. Fil en 4 l'utilise beaucoup. Lui aussi dit « le maître ». Ce surnom, l'Andouille, ça devait faire rire les lecteurs de l'époque. J'imagine. Et les deux autres? Pour les coups de main plus musclés, il y a Cœur d'ours, la brute aveugle et l'assommeur. L'assommeur. Comme? Oui, un ancien des abattoirs. Une force colossale, terrifiante. On dit même qu'il ne la contrôle pas toujours. Glaçant. Une sacrée équipe, en tout cas. Très hétéroclite, oui. Chacun sa spécialité, ça permet plein de scènes d'action différentes. Une équipe bien armée pour affronter le crime. Mais qui sont les méchants? Il faut un grand ennemi pour Marc Jordan, j'imagine. Évidemment. Et il est à la hauteur, le comte de Casales. Ah, un conte? Oui, un personnage très réussi. Un aventurier de haut vol, super élégant, distingué, la cinquantaine, cheveux gris, petite moustache, l'allure noble, le parfait gentleman. Sauf que derrière cette façade implacable, c'est le chef d'une immense organisation criminelle. Une vraie armée de bandits qui sévit partout. Casales est brillant, audacieux, mais d'une cruauté absolue. Et il déteste Jordan, bien sûr. Une haine mortelle. Il le considère comme son pire ennemi, celui qui a osé le défier, le démasquer. C'est le duel classique, le détective contre le génie du mal. Et Casales, il a aussi ses hommes de main Bien sûr, comme Jordan, il a son équipe. Le plus connu, c'est Maudru, dit bras de fer. Un nom qui en dit long. Oui, un forçat évadé, une force incroyable.
la brute du conte. Un peu le miroir sombre de Léonec. D'accord. Et une femme fatale, peut-être? Indispensable, c'est Pépita la Rouge. Pépita la Rouge. Une rousse flamboyante, aussi sublime que dangereuse. C'est une actrice incroyable, elle peut imiter toutes les voix. Une espionne parfaite. Elle est la complice de Casales, et elle partage sa haine pour Jordan, l'archétype de la femme fatale. Donc, on a vraiment cette structure bien définie. Jordan et son équipe contre Casales et sa bande. Une lutte sans merci. C'est ça, cette structure, elle est très claire, très efficace pour le roman populaire. Un héros charismatique, une équipe de soutien bien définie, des méchants récurrents et organisés. Ça permet de tenir la série sur la durée, de maintenir la tension. C'est le bien contre le mal, en permanence. Et la série elle-même alors? On a dit 62 fascicules. Comment ça fonctionnait à l'intérieur? Une histoire par numéro? Ah non, pas toujours. Justement, pour reprendre le modèle Nick Carter et fidéliser le public, très souvent, une même histoire s'étalait sur plusieurs numéros. Le fameux cliffhanger, la suite au prochain numéro. Exactement. La fin de chaque fascicule devait laisser le lecteur sur sa faim, en plein suspense. C'était le moteur économique de ces publications. Il fallait créer l'envie, l'attente, rendre le lecteur accro, quoi. Malin. Et le format lui-même, le style d'écriture. On imagine un truc très direct, non? Tout à fait. Les fascicules d'origine, c'était pas très épais. Les rééditions modernes font autour de 120 pages, ce qui devait faire peut-être 32-64 pages grand format à l'époque. Papier pas cher, évidemment. Et les couvertures? Très colorées, j'imagine? Oui, très importantes les couvertures. Très colorées, souvent très sensationnalistes. Il fallait que ça tape à l'œil dans les kiosques. Quant au texte, oui, c'est dense, très orienté action, rebondissement constant. Pas de description à rallonge, on va droit au but. C'est ça. Les titres sont souvent très parlants. Sanglante énigme, lugubre découverte, infernale machination. On cherche l'efficacité, le suspense maximum. Pas de psychologie fouillée, mais un rythme trépidant. Et toujours cette petite note sur les pseudonymes. Oui, qui ajoute ce petit frisson de « et si c'était vrai ?» Ça fait partie du charme un peu naïf, mais très efficace de ces récits. Bon, alors si on résume un peu tout ça. Marc Jordan, une réponse française à Nick Carter, lancée par Ferenczi qui flaire le bon coup et lance sa maison dans le polar populaire en fascicule. Exactement. Un héros typique, riche, fort, intelligent, indépendant, avec une équipe haute en couleurs et des ennemis récurrents, menés par le comte de Casales. C'est ça. Le tout servi en petites bouchées hebdomadaires dans des fascicules conçus pour l'action et le suspense. On a là une image assez fidèle de ce qu'était la littérature populaire de l'époque, non? Complètement. C'est une photographie parfaite. Et même si aujourd'hui Marc Jordan est moins connu que, disons, Fantomas ou Arsène Lupin, Oui, qui ont eu une meilleure postérité. voilà. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces séries. Elles ont été cruciales dans l'histoire de la culture populaire en France et dans l'évolution du genre policier. Elles nous disent beaucoup sur l'époque, sur la façon dont on consommait la fiction. Vite, pas cher, de manière addictive. Elles ont façonné l'imaginaire collectif, les codes du genre pour des décennies. C'est un maillon essentiel, même s'il est un peu oublié. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours fasciné, même aujourd'hui, par ces héros plus grands que nature, ces justiciers quasi surhumains, en lutte contre des méchants tout aussi archétypaux, même quand les histoires sont signées par des inconnus? C'est une bonne question. Ou peut-être aussi, comment est-ce que ces récits populaires, cette petite littérature, ont pu influencer, peut-être sans qu'on s'en rende compte, des œuvres plus reconnues plus tard? L'influence souterraine du populaire sur la culture dite légitime. Voilà une piste intéressante à laisser à ceux qui nous écoutent. Comment ces schémas narratifs, finalement assez simples mais très puissants, continuent de nous parler? Une belle question pour finir. Absolument. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans l'univers de Marc Jordan. Mais avec plaisir, c'est toujours une aventure de redécouvrir ces trésors oubliés.